Bonjour à tous et bienvenue donc à cette deuxième édition des Midi Export, exportés du Québec au Japon. Un tout petit peu plus tôt ce matin dû au décalage horaire, donc nous vous remercions pour votre compréhension. Ce webinaire est organisé par Développement économique Saint-Laurent, donc DESTL, est un organisme de développement économique et qui aide les entreprises à travers différents volets, notamment l'innovation et l'exportation. C'est la sous-division Export Montréal-Ouest qui a réalisé ce webinaire, et notamment M. Charles Gauthier, commissaire au développement économique et exportation, qui est à l'initiative de ce projet. Dans l'équipe Exmo, nous avons aussi Lydia Capelli, commissaire au développement économique et exportation, ainsi que moi-même, Floriane Mass, chargée de projet à l'exportation. Donc, comment va se dérouler notre webinaire de ce matin? Nous allons avoir tout d'abord une présentation de 30 minutes par nos conférenciers de marque, donc nous en avons 3 ce matin. Ensuite, il y aura une période de questions-réponses de 15 minutes à la fin de la présentation. Pour cette période de questions-réponses, je vous remercierai de bien vouloir écrire vos questions dans votre outil donc chat, outil clavardage, qui est à droite de votre écran. Donc, vous pouvez les écrire et moi, je vais être en charge de les lire par la suite. Si vous rencontrez un problème technique, vous pouvez écrire à l'utilisateur DESTL, donc toujours dans l'outil clavardage à votre droite, afin de régler le problème. Sachez aussi que dans les prochains jours, vous allez recevoir donc cette présentation sous format PDF, ainsi qu'un lien vers la chaîne YouTube pour revoir ce webinaire. Donc, je vais commencer par une brève présentation donc, de la relation Québec-Japon. C'est une relation qui est assez importante parce qu'en 12%, les exportations canadiennes vers le Japon représentaient 12% des exportations totales canadiennes en 2016. À savoir que le Japon est le 2e client du Québec en Asie et le 6e client mondial. Et cette relation a été consolidée par la signature d'un accord des 2 pays. Cet accord-là s'appelle l'accord de partenariat transpacifique global et progressiste. Donc un accord qui a renforcé cette relation grâce notamment à l'élimination partielle ou totale des droits de douane sur les exportations canadiennes et notamment sur les produits agricoles, agroalimentaires, forestiers et minerais. Donc, ce sont les principaux produits exportés du Québec vers le Japon. Donc, une relation importante qui s'explique par différents facteurs et qui explique pourquoi c'est un choix stratégique pour votre entreprise dans votre développement à l'international. En effet, le Japon, c'est la 3e puissance économique mondiale après la Chine et les États-Unis en termes de PIB. Le Japon se situe au 6e rang en termes d'investissement direct étranger. Et on le sait tous, l'innovation est au cœur du modèle économique japonais. En effet, en 2017, l'innovation représentait 29% du PIB. Il est aujourd'hui le leader mondial en recherche-développement, notamment grâce à des fonds privés. Et le Japon est le premier fournisseur et exportateur des robots industriels. Mais comme tout pays, il y a des défis à relever, hormis bien sûr la pandémie du coronavirus que nous rencontrons actuellement. Il y a des défis qui sont structurels et démographiques. On a une demande intérieure et un marché du travail faible qui est pénalisé entre autres par un taux de fécondité qui est le plus faible au monde, environ 1,36 enfants par femme. On a aussi un faible taux de productivité, c'est le 20e pays selon le classement de l'OCDE. Aussi, le Japon a une dette publique considérable qui représente environ 240% du PIB. Mais qui de mieux pour nous parler de Japon que nos conférenciers de marque. Donc, j'ai l'honneur de vous présenter M. Raymond Marc, directeur affaires économiques à la délégation générale du Québec à Tokyo, M. David Brulotte, délégué général du Québec à Tokyo. Nous allons avoir aussi la chance d'avoir le témoignage d'une entreprise qui a réussi à s'exporter au Japon, et ce depuis une vingtaine d'années, l'entreprise ICAM Technology Corporation, qui est représentée par M. Sam Shehab, vice-président vente et développement des affaires. Messieurs, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Floriane. Alors, bonjour à vous tous. David Brulotte, ici, délégué général du Québec à Tokyo. Je vais vous partager une petite présentation. Donc, on va survoler Raymond et moi. En fait, le Raymond qui est collègue dans mon équipe, comme Floriane le disait, directeur des services économiques. Nous sommes tous deux basés à Tokyo. Comme vous pouvez l'imaginer, nous sommes à Tokyo présentement. En soirée 21h. Donc, je vous partage ma présentation, puis n'hésitez pas à poser des questions dans le clavardage, on pourra y répondre
au fur et à mesure de la présentation. Donc, ce que je vous propose, puis merci Floriane de l'introduction et merci à vous tous de l'invitation pour ce soir ou ce matin pour échanger avec vous. On est un groupe intime de passionnés du Japon. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à être interactif au courant de la présentation. Suite à l'introduction de Floriane, ce que je vous propose, c'est de faire peut-être un petit survol, disons, actualisé là, de la relation Québec-Japon, puis aussi dans le contexte actuel de la pandémie, donner quelques informations là, supplémentaires sur un peu la réalité des affaires au Japon aujourd'hui, puis la réalité, notre réalité là, entre le Québec, le Japon, le Canada, le Japon. Donc, pour ceux qui suivent l'actualité japonaise un peu, vous savez sans doute, en fait, là, que le premier ministre Abe a quitté ses fonctions il y a quelques semaines pour des raisons de santé, que nous avons un nouveau premier ministre, pardon, le premier ministre Suga, qui est au pouvoir depuis la semaine dernière. Et depuis l'an dernier, il y a aussi également un nouvel empereur au Japon. Et donc, cette diapositive Belle Harmonie, qui est la nouvelle ère qui a débuté avec l'intronisation du nouvel empereur, qui signifie Belle Harmonie. Et malgré le contexte pandémique, c'est un peu la réalité qu'on voit ici. Donc, M. Suga, que vous voyez en haut à droite de la diapositive, est l'ancien bras droit de M. Abe, le premier ministre Abe, qui est au pouvoir pendant de nombreuses années, gouvernement très, très stable. Et donc, on est vraiment dans la continuité au niveau politique. Il y aura des élections nationales l'an prochain au Japon. Et donc là, on verra s'il y a un changement ou continuité au niveau du gouvernement. Mais dans le cadre actuel, on voit que le premier ministre Suga souhaite vraiment maintenir le cap avec les politiques qui ont été entamées sous le premier ministre Abe. Un petit survol des relations historiques entre le Québec et le Japon. Nous sommes ici représentés depuis 47 ans. La délégation générale du Québec à Tokyo est la seule représentation en Asie qui a ce statut de délégation générale, donc il y a un statut un petit peu plus élevé là, en termes de représentation étrangère que le Québec a. Vous savez qu'on a 33 bureaux dans le monde, dans 18 pays. Et donc, nous sommes ici présents depuis plusieurs années. En Asie, on a aussi des bureaux en Chine, en Corée du Sud, à Singapour, à Hong Kong et en Inde. Donc, c'est très diversifié comme représentation. On est de loin la province canadienne là, qui a une représentation la plus étendue, la plus développée en Asie et dans le monde par ailleurs. Donc, vous voyez ici quelques exemples de partenariats au niveau institutionnel que le Québec a au Japon. Nous sommes, donc Montréal est ville sœur avec Hiroshima depuis 22 ans. Ils sont signataires d'une initiative du maire d'Hiroshima qui s'appelle Mayors for Peace. Nous avons aussi un partenariat depuis quelques années entre la province de Québec et la préfecture de Kyoto qui fonctionne très bien sur divers axes et nous développons un partenariat présentement avec la ville de Shibuya, le quartier de Shibuya, qui est le quartier très animé là, de Tokyo, très, très créatif et donc qui se rapproche beaucoup de Montréal dans son désir d'innovation et de créativité. Petit survol sur les industries culturelles québécoises très présentes ici. Évidemment, le Cirque du Soleil y est pour beaucoup. Le Japon était le premier pays en Asie où ils ont percé au début des années 90. Et ils sont très, très présents. Évidemment, tout ça est en pause pour l'instant. Ceci dit, ils ont eu une représentation virtuelle qui a été très suivie. Et ici, ils avaient fait un spectacle particulier pour le Japon pour souligner leurs années ici. Et ça, évidemment, fait des petits, un peu comme on l'a vu au Québec. Donc, plusieurs troupes de cirque sont actives ici. Dans la danse, on a deux très importantes résidences d'artistes croisés, donc des Québécois qui viennent ici et des Japonais qui viennent au Québec dans le domaine des arts. Et on fait une belle percée là, au niveau de la bande dessinée, évidemment, avec tout l'héritage du mangaka, les mangas au Japon. Donc, c'est un secteur très, très riche et porteur. On est également actif au sein de la francophonie, notamment siégeant au Conseil pour promotion de la francophonie. Il y a une association japonaise des études québécoises dans laquelle on s'implique énormément. Évidemment, ils auront leur congrès la semaine prochaine où on sera vivement impliqué. Donc, évidemment, on termine la présentation par l'économique, là, qui est le centre de la discussion aujourd'hui, mais c'est pour vous donner un peu un aperçu là, des autres facettes que l'on couvre ici à la délégation. J'en viens à la partie économique.
Je vous disais ici, la délégation est présente depuis près de 50 ans. On est une quinzaine d'employés dans l'équipe. La vaste majorité des collègues dans mon équipe sont avec nous depuis plusieurs années. Raymond, là, qui va vous parler dans quelques minutes, est ici depuis 2016. Je suis personnellement arrivé en 2018, là, mais ça fait tous deux plus de 20 ans qu'on travaille avec le Japon ou en lien avec le Japon. Et la majorité de nos collègues ici ont une longue feuille de route en économie. On a plus de la moitié de l'équipe qui est dédiée à l'économie, qui soit l'aide à l'exportation ou l'attraction d'investissements. Et la majorité d'entre eux là, ont déjà vécu au Québec, connaissent très bien le Québec. Tout le monde parle français aussi. Donc, vous avez vraiment une équipe là, qui est très, très spécialisée sur cette relation riche là, et très unique là, entre le Québec et le Japon. Donc, comme je vous disais, là, pour reprendre un peu la présentation PowerPoint, donc on est ici depuis près de 50 ans, une équipe très, très variée. Dans les délégations générales dans le monde, on a l'équipe économique là, la plus diversifiée. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des attachés économiques qui couvrent le plus grand nombre de secteurs, que ce soit de la culture, l'exportation du bois, en agroalimentaire, au niveau de l'innovation, au niveau des technologies de l'information, de l'aérospatiale, des sciences de la vie. Donc, on a des gens spécialisés dans chacun de ces domaines-là. Et ce sont des domaines, évidemment, là, très porteurs entre nos deux juridictions. Floriane l'a souligné, donc évidemment, troisième économie mondiale, Tokyo, 38 millions d'habitants, plus grosse région citadine, métropolitaine au monde. Et le Japon, malgré son économie qui est au ralenti, la dette publique qui est très, très importante, demeure quand même un joueur financier économique extrêmement majeur au niveau planétaire. Il est le plus important créditeur mondial. Et pour revenir à la dette de tout à l'heure, là, qui est plus de 200 du PIB, la particularité du Japon, contrairement à d'autres pays de l'OCDE, est que la dette publique est détenue principalement par les ménages japonais. Donc, le gouvernement, comme partout ailleurs, émet des bons du Trésor nationaux et ce sont les épargnants japonais là, qui, en vaste majorité, détiennent cette dette-là. Donc, ce qui fait que le pays s'expose moins aux flux, disons, mondiaux financiers ou aux chocs, là, par exemple, avec la pandémie ici aussi. Ralentissement économique, évidemment, mais les entreprises et le pays relativement bien positionnés là, pour passer à travers. Encore quelques données pour vous donner un portrait un petit peu plus actuel. Donc, forte croissance des exportations en 2018. Je dis forte croissance parce que c'est un pays qui est déjà très, très développé, très, très avancé. Et donc, on n'est pas dans un cadre où, comme en Chine, par exemple, ou en Inde, nos exportations augmentent très rapidement dans plusieurs secteurs. Ici, la relation est historique, comme je vous l'expliquais. Véhicules électriques ou électrifiés, en fait, là, vendus au Japon, 40 %. Donc, on a beaucoup de travail qui se fait dans ce domaine-là. Vous savez que c'est une priorité gouvernementale majeure. Investissements directs étrangers, donc hors Japon, qui sont colossaux dans les 5 premiers au monde. Croissance du tourisme, bon, évidemment, ça ne va sans dire que 2019 aura un chiffre qui sera relativement différent de celui-ci, mais reste que le Japon là, tablait sur les Olympiques qui s'en viennent pour, évidemment, là, construire beaucoup sur ce secteur-là. Et je vous amène aux 6,5 billions en bas à droite, réserve de capital. Ça, c'est la réserve de capital que les entreprises japonaises listées sur l'indice boursier japonais, le Nikkei, détiennent en capital. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que les entreprises japonaises sont très, très bien capitalisées, et ça depuis des années. Ils ont, en fait, en réserve de capital, plus d'argent liquide disponible que le PIB de l'Allemagne. Donc, ça vous donne un ordre de grandeur. Ça, pourquoi je vous dis ça, c'est que dans le contexte où nous accompagnons, on accompagne les entreprises du Québec à se développer au Japon, on a donc affaire à des partenaires ici qui ont de l'argent essentiellement, là, pour le dire très franchement, et donc qui ne sont pas nécessairement toujours à la recherche du plus bas coût, mais plutôt à la recherche là, du meilleur produit ou du meilleur service. Donc, je dis toujours un peu en riant qu'on a rarement des discussions financières très longues, en fait, là, sur les contrats que l'on apporte ici au Japon, mais beaucoup, beaucoup de discussions sur l'unicité du produit, comment le produit se démarque, comment le service est différent. Et donc, c'est vraiment une caractéristique importante à retenir, puis Raymond va y revenir dans quelques instants.
Je fais un petit mot sur le coronavirus. Ce que je vous dis présentement risque de ne pas être la même chose demain ou la semaine prochaine. Donc, évidemment, à prendre avec un léger bémol. Nous avons au Japon là, passé la fameuse deuxième vague. Il y a eu plus de cas que la première, mais somme toute moins d'urgence. Donc, moins d'hospitalisation critique, moins de décès. Évidemment, le système de santé ici est très performant, est très avancé. Plus de lits d'hôpitaux qui sont disponibles et les mesures de prévention, là, comme le port du masque, le lavage des mains, ce sont des choses là, qui sont très communes au Japon et depuis des années là, qui n'ont rien à voir avec la pandémie. Donc, ce n'est pas la seule raison, la seule cause, mais c'est quelque chose qui a aidé là, à mieux passer cette deuxième vague. Ceci étant dit, là, on est toujours dans une prudence là, importante. Recul du PIB dans la partie droite de la présentation, recul du PIB là, majeur, évidemment. Le taux de chômage demeure faible. Florian y a fait allusion aussi, là, donc il y a un très bas taux de chômage parce qu'il y a une décroissance démographique. Donc, depuis 5 ans, le Japon perd plus de citoyens qu'il n'en gagne par la naissance ou l'immigration. Et donc, ça fait une très, très grosse pression là, sur le marché de l'emploi et sur la productivité, évidemment, aussi. Le Topix, qui est l'indice boursier, l'autre indice boursier japonais, est le plus performant au monde pour l'instant. Donc, ça ajoute l'optimisme relatif, je dirais, sur l'économie japonaise. Quelques chiffres. Bon, en gros, là, les exportations Québec-Japon, Japon-Québec, vous voyez sur la gauche. Ce qui est le plus important, c'est vraiment le centre, le nombre d'entreprises qu'on accompagne chaque année, le niveau culturel aussi. C'est notre deuxième partenaire commercial en Asie après la Chine, de toute évidence. Une chose importante, là, on vient de faire une analyse interne, puis une chose importante là, à savoir, c'est que nous exportons, en fait, nous accompagnons là, à la délégation générale plus de chiffres en exportation totaux par année que l'ensemble des délégations et des représentations du Québec en Europe, moins la représentation de Munich en Allemagne. Donc, c'est vraiment au niveau financier, c'est vraiment un partenaire très, très majeur, très important là, dans le commerce, mais qu'on connaît moins, qu'on connaît peu, évidemment, vu la distance et la différenciation culturelle. Peut-être un point sur le TPP aussi que Florian a mentionné, donc le traité transpacifique, qui inclut le Japon et le Canada, qui ont été dans les 2 des 6 premiers signataires, mais qui, à terme, là, inclura 11, voire plus de pays. Là, le Royaume-Uni est en discussion avec les signataires du TPP. Donc, ça abolit, comme tout bon traité de libre-échange, les barrières tarifaires, ce que le TPP fait un peu à l'instar du traité de libre-échange Canada-Europe, le CETA ou l'AECG, c'est qu'il aide aussi les entreprises en amont de l'exportation à se conformer aux règles non tarifaires. Donc, ce que ça veut dire, c'est tout ce qui touche les règles, en fait, par exemple, légales, de conformité. Et maintenant, dans le TPP, dans chacun des pays qui sont signataires, les exportations de produits et services peuvent être accréditées avant d'être envoyées d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique ou du Pacifique. Si le Royaume-Uni se joint à tout ça. Donc, c'est vraiment un traité qui a été long à négocier, mais qui est extrêmement bénéfique là, et on en voit les résultats là, dès aujourd'hui. J'accélère un petit peu là-dessus. J'ai vu la liste des participants, là, puis je souligne d'ailleurs la présence de 2 de nos collègues, là, Thierry, puis Thierry Slama, donc, qui est conseiller spécialisé chez Investissement Québec International, responsable du PIPIT Japon, et Sergueï Leclerc, qui est conseiller là, au cabinet de la ministre pour l'Asie-Pacifique notamment. Donc, ils sont en ligne, je les salue. Je voyais dans la liste des participants là, qu'on a vraiment une brochette de participants très diversifiés. Donc, ça vous donne une idée un peu là, des secteurs que l'on couvre principalement. Ce que vous voyez à gauche, minerai de fer et aérospatial, on y touche un peu, mais ce n'est pas l'essence de notre travail. Nous, c'est vraiment plus au niveau des entreprises de petite taille, moyenne taille et quelques gros clients, mais on est vraiment plus dans la section de droite. Donc, l'agroalimentaire, le port, les technologies de l'information qui sont dans la section autres. Je vais passer la parole à Raymond, d'ailleurs, sur ce sujet-là dans une seconde. Simplement pour compléter sur la relation longue et riche que l'on entretient avec le Japon, autant sur l'attraction d'investissement que l'exportation des entreprises québécoises ici. Donc, je vous disais, on est présent
représentées ici là, depuis près de 50 ans, donc c'est majeur. Et il y a près d'une centaine d'entreprises japonaises qui sont au Québec, qui sont implantées au Québec. Et la majorité sont là depuis très longtemps. Donc, on peut penser à Marubeni, qui est dans l'est du Québec avec Aluminerie Alouette, Bridgestone, qui fabrique des pneus, YKK sur les zippers, les fameux zippers, Square Enix dans le jeu vidéo qui est là depuis une dizaine d'années à Montréal. Et on a vu cette semaine, en fait, vendredi dernier, Namco Bandai, donc les créateurs de Pac-Man là, qui ont fait l'acquisition d'un studio à Montréal. Donc, c'est vraiment une relation très, très riche et ces entreprises-là là, emploient près de 10 000 personnes au Québec. Donc, ça représente plus que les entreprises, par exemple, italiennes au Québec ou allemandes au Québec. Donc, c'est vraiment un impact important. Et je termine sur ceci. Ça, et Raymond va pouvoir y toucher dans une minute, mais c'est un environnement japonais aussi qui est à votre disposition au Québec. Donc, on ne peut pas voyager pour l'instant, on ne peut pas faire de mission d'affaires à l'étranger, mais vous avez quand même un réseau d'affaires japonais qui est existant au Québec et avec qui vous pouvez déjà commencer à échanger là, sur les pratiques d'affaires ou autres là, au Japon. Et Raymond et moi l'avons tous deux siégé sur le conseil d'administration du Forum québécois, Forum Québec-Japon, Forum d'affaires, pardon, Québec-Japon, il y a quelques années. Donc, c'est aussi une source là, importante d'informations pour vous. Donc, je vais m'arrêter là. Je passe la parole à Raymond qui, comme je disais, est directeur dans mon équipe ici à la délégation au niveau économique. Donc, c'est lui qui a l'équipe la plus substantielle, la plus importante d'attachés commerciaux qui, eux, ont la responsabilité avec nos collègues au Québec de vous accompagner ici au Japon. Merci. Bon, merci David. Alors, pour continuer, bon, je vais vous parler un peu de quelques succès québécois au Japon. Donc, vous voyez, il y a plusieurs compagnies qui réussissent au Japon. Ils sont grosses, ils sont petites, ils sont dans la technologie, ils sont dans l'agro, mais il y a trois principes généraux qui les distinguent. Et ça, c'est bon, bon pour ceux qui veulent exporter au Japon, retenez ça. Soit qu'elles ont un produit unique, soit qu'elles visent un marché de niche et elles ont un avantage concurrentiel indéniable. Donc, par exemple, si on prend Cinco, eux, ils font du marketing expérimentiel, donc des live events pour promouvoir les marques en regroupant des gens autour d'événements. ICAM Technologies, donc c'est le témoignage plus tard, Sam va vous en parler. Eux, ils font des logiciels pour machines-outils CMC. Le fameux gin Saint-Laurent du BIC, donc un gin à base d'algues. Hein, les algues sont très connues au Japon, très appréciées. Moment Factory, donc ils ont beaucoup de succès ici. Ils ont ouvert un bureau à Shibuya depuis 3 ans à peu près. Le fameux lab de Mila, de Yoshua Bengio, a plusieurs partenariats avec des centres de recherche en intelligence artificielle ici. Le Cirque Éloise, donc un espèce de spin-off du Cirque du Soleil qui se fait plutôt dans les salles de théâtre. Olimel, donc il y en a qui vont peut-être dire, bon, du porc, qu'est-ce qu'il y a d'unique dans le porc? Mais sachez que le porc d'Olimel est vraiment unique parce qu'ils ont une technologie pour livrer le porc frais au Japon. Donc, 3 semaines dans le bateau, il arrive dans les épiceries frais. Ils ont également un système de traçabilité, ce que les Japonais aiment beaucoup. Et le porc qu'ils font au Japon est spécifiquement pour le Japon. Les coupes japonaises, les porcs sont nourris au maïs, donc ce qui rend la viande plus savoureuse. Donc, détrompez-vous, hein? Même si c'est du porc, c'est très unique et il y a un avantage concurrentiel certain par rapport aux Américains, aux Espagnols, aux Danois, par exemple. Si on regarde Zinda, donc ils font du couscous, eux, je pense qu'ils sont à Laval. Donc, le couscous, c'est un marché de niche au Japon. Hein? Il n'y a pas beaucoup de Maghrébins. Et puis, il y a une petite partie de la population japonaise qui en mange. Donc, eux ont réussi à rentrer au Japon. CAE, donc une compagnie de Saint-Laurent, eux, ils ont un centre d'entraînement fait en partenariat avec Japan Airlines à l'aéroport d'Haneda. Et finalement, Hydro-Québec, bien entendu, Hydro-Québec ne vend pas d'électricité au Japon. Il n'y a pas assez de pylônes pour envoyer l'électricité ici, mais ils font beaucoup de travail dans les batteries. Donc, plusieurs brevets dans les batteries au lithium, hein, qui sont très populaires ces temps-ci, sont développés par Hydro-Québec et Hydro-Québec les vend à tous les fabricants de batteries au Japon. Plusieurs, en tout cas. Prochaine slide.
Bon, maintenant, peut-être pour vous donner un aperçu là, des événements où on retrouve plusieurs Québécois ou des événements auxquels on a organisé dans les dernières années. Il y a Aeromar Nagoya, donc l'an dernier, et c'est la mission dans laquelle Sam, le prochain conférencier, a participé. On s'est rencontrés. Aerospace Japan dans l'aérospatial. Bon, aérospatial, c'est important. Je pense que Saint-Laurent, c'est un grand centre pour l'aérospatial aussi. Peut-être rapidement, là, je ne les passerai pas toutes, mais bon, Bit Summit dans le jeu vidéo. Vous avez Supermarket Show et Foodex. Ça, c'est nos gros shows parce que l'agroalimentaire, c'est un gros exportateur au Japon. STS Forum, c'est l'espèce de Davos pour l'innovation et la recherche. Notez que cette année, dans quelques semaines, dans 2 semaines, Yoshua Bengio sera conférencier et tout est en ligne. BioJapan, on organise une mission dans 2 semaines aussi. Vous verrez passer l'annonce bientôt. En décembre dernier, on a organisé l'Effet Québec, donc une trentaine de compagnies avec le ministre Fitzgibbon qui sont venus dans le domaine du divertissement, du multimédia, les compagnies comme Moment Factory, etc., Nanotech et puis Kyoto Smart City qui sont dans les villes intelligentes. Prochaine. David? Oui. Donc, faire affaire au Japon. Donc, malgré la COVID, il ne faut pas oublier le Japon. Donc, comme Floriane disait, David disait, c'est une très grosse économie, très grand marché. C'est un partenaire de longue date du Québec. Ça fait 50 ans qu'on a un bureau ici et puis que les compagnies font affaire avec le Japon. Et on remarque une espèce de résilience corporative là, des compagnies, à la fois québécoises qui viennent au Japon, ça fait longtemps qu'ils sont ici, et les compagnies japonaises qui sont au Québec. Par exemple, Bridgestone ou à Saint-Laurent, le YKK, Otsuka, toutes ces compagnies-là, ça fait très longtemps qu'ils sont au Québec. Et malgré tous les événements négatifs économiques qui se passent, ces compagnies-là, ils ne ferment pas et ils restent au Québec. Donc, en général, ceux qui font affaire au Japon ou ceux qui font affaire, les Japonais au Québec, sont très résilients et c'est des partenaires à long terme. Quand vous venez au Japon, évidemment, ce n'est pas comme aller à New York. Hein. Si vous faites un voyage à New York, vous allez voir le prix de votre voyage à faire. Comparez ça au Japon, c'est à peu près 3 fois plus cher. Ben, c'est la même chose pour l'exportation. Tout va vous coûter plus cher. Alors, c'est important de bien planifier votre entrée au Japon, prévoir le temps, les ressources et l'argent. Avec ça, bon, aujourd'hui, avec la COVID, la pandémie, il y a quand même une opportunité. C'est que vous êtes loin et vous ne pouvez pas voyager, mais les Coréens non plus, et les Chinois non plus. Alors, tout le monde est comme sur un pied d'égalité. Hein? Vous pouvez faire des meetings en ligne. D'ailleurs, toutes les foires commerciales là, que j'ai nommées juste dans la slide avant, ils sont tous disponibles en ligne. Donc, ça vous permet de vous connecter à la foire et de rencontrer des distributeurs, des gens de l'industrie, vos compétiteurs, ou parler à des partenaires potentiels. Tout ça dans le confort de votre salon avec votre ordinateur. Évidemment, bon, exporter au Japon, bon, c'est une culture très différente. Généralement, bon, peux aller sur Internet, là, il y a plein de sites là, qui expliquent les différences culturelles, mais tu sais, moi, mon message que je veux vous transmettre, c'est que, comment dire, donc, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter trop. Là, si vous venez au Japon, en général, l'étiquette québécoise, les bonnes manières québécoises sont bonnes partout dans le monde. Moi, pour avoir été en France, au Japon, c'est une règle très générale. Au Québec, on sait vivre, mais le problème, c'est que parfois, le monde, il l'oublie. N'oubliez pas les bonnes manières, c'est toujours bon, même au Japon. Et de toute façon, bon, il y a une présence quand même substantielle de Japonais au Québec. Donc, vous pouvez aller, comme par exemple, David l'a mentionné, au Forum Québec-Japon. Il y a des gens qui connaissent bien le Japon, les affaires au Japon, et puis donc apprendre d'eux. Et même chose, bon, au Japon. Donc, les Japonais ont quand même une idée c'est quoi le Québec et bon, l'Amérique, le Canada. Donc, c'est pas si difficile que ça au niveau culturel. Pour qu'un produit réussisse, donc, je l'ai dit plus tôt là, avec les exemples. Donc, souvent, c'est des produits de niche et de très haute qualité. Vous savez, ici au Japon, c'est un grand marché, mais il y a aussi beaucoup de compétition. C'est un grand marché ouvert, donc tous les pays sont ici, tous les compétiteurs sont ici. Alors, c'est une opportunité pour vous d'innover, de rendre votre produit meilleur. Dites-vous que si vous réussissez au Japon, il y a des bonnes chances que vous allez réussir dans tous les pays qui sont difficiles et très compétitifs. Et finalement, toujours important de rappeler,
Moi, j'ai tellement vu de PME arriver ici, là, hey, on part en mission, puis une fois qu'ils sont arrivés au Japon, ils vont dans une fois, ah, hey, mais, mon produit n'est pas certifié, je ne peux pas exporter. Ben, préparez-vous. Plusieurs compagnies, là, vous avez juste à aller sur Internet, faire votre plan d'affaires, vous allez voir vos compétiteurs, les règles à suivre, l'environnement légal, faites vos 4 P, le prix, le produit, la publicité, la distribution. Et puis, ça va vous donner une idée là, de vos chances de réussir et puis des stratégies à élaborer. Donc, vous n'êtes pas sur un coup de tête là, à une foire commerciale. Alors, voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, contactez-nous. On serait heureux de vous répondre. Merci David et Raymond. Donc, la période de questions-réponses, ça sera à la fin de la présentation. On va laisser la parole à Sam Chehab, donc de l'entreprise à succès ICAM Technologies. Donc, Sam, à votre tour. Alors, bonjour tout le monde. Donc, je remercie David, Raymond, je remercie toute l'équipe qui a organisé ça et d'avoir invité ICAM à faire cette présentation. Alors, nous, on est une petite entreprise en fait et on a commencé à s'intéresser au Japon déjà dans les années 90, aux alentours des années 90. C'était au moment où j'avais joint ICAM. Alors, bon, je vais vous présenter ICAM. Je vais aller rapidement pour ne pas être trop technique et je vous promets de ne pas être plus long que 15 minutes. Alors, nous, on a été fondé en 1971 et on est spécialiste un peu dans la programmation de l'usinage. Donc, pour les gens qui font de la fabrication, qui est assistée par ordinateur. Donc, on essaie de faire marcher nos produits pour piloter des machines-outils. Donc, des machines qui sont automatisées, donc où vous faites tout votre plan de travail sur ordinateur et puis au moment de vouloir fabriquer, vous envoyez votre programme et c'est la machine qui va aller fabriquer ce que vous avez fait. Je vous le présente de façon simple. C'est un peu, imaginez que vous êtes en train de préparer une lettre et vous la faites imprimer. C'est un peu le même principe. Faites tout sur ordinateur, mais au moment clé, vous envoyez. Sachez que chaque machine a un langage différent, donc c'est ça la complexité. Aucune machine n'est la même chose. Donc, nous, ce domaine s'appelle le post-processing, c'est-à-dire pouvoir lire les informations et les passer sur la machine-outil. On a rajouté à cela la simulation de la machine-outil pour pouvoir précisément voir exactement ce que nous sommes en train de fabriquer. Donc, on peut vraiment simuler et là, détecter tous les problèmes à l'avance. Et puis, on s'est dit, pourquoi pas ajouter de l'optimisation. Surtout, les Japonais, ils aiment bien ça, ils aiment bien tout ce qui est un peu différent, innovateur. Bon, on vous donne une idée donc des clients qu'on cible. On cible surtout les gens dans l'aérospatial, la défense, mais aussi beaucoup de gens qui sont dans l'automotive. Donc, ça vous donne, ça c'est un exemple de clients. Donc, Airbus, Boeing, bien sûr, Sikorsky, Embraer, tout ça. Et bon, au Japon, je vais dire, aujourd'hui, on travaille au Japon avec carrément tous les fabricants de voitures. Pas seulement on est dans l'aérospatial au Japon avec Boeing et tout ça, mais aussi on est chez Toyota, on est chez Mazda, on est pratiquement chez tous les fabricants de voitures. Bien sûr, on est aussi chez Bridgestone. Bon, il y a beaucoup d'entreprises, je dirais, japonaises qui utilisent nos produits. Bon, alors nous, on travaille en arrière des gros systèmes de programmation. Je ne sais pas si vous êtes familier, mais les gens qui font la conception de produits et l'usinage de produits travaillent à partir de logiciels comme Dassault Systèmes CATIA ou de Siemens NX, Mastercam. Bon, c'est des détails, mais nous, on est là au milieu, comme vous voyez, et c'est notre produit, là, ICAM, qui se permet de prendre ces programmes et les optimiser et les faire passer sur différentes machines-outils qui parlent des langages différents. Donc, nous, on a trouvé qu'il y avait beaucoup de clients qui n'étaient pas contents de leur façon d'usinage et donc, on a trouvé donc une opportunité de venir avec notre produit et leur donner cette flexibilité qui leur permet, quelle que soit la machine, d'aller sur la machine et pouvoir faire cet usinage et à partir de n'importe quel logiciel. Donc, on essaye bien sûr de leur sauver du temps, du temps de programmation et du temps d'usinage. Donc, je vous promets, c'est fini au niveau de la partie technique.
Là, on va parler un peu de notre expérience au Japon. Alors, et bon, je vous raconte un peu ce que nous, on a vécu et c'est quelque chose que peut-être vous, à votre façon, pourrez voir comment vous vous retrouvez un peu dans cela. Une question que je vous pose, est-ce que vous connaissez vraiment votre produit? Si aujourd'hui, je demande à chacune des entreprises ici présentes, je leur dis, présentez-moi votre produit, il fait quoi? Comment vous êtes par rapport à vos concurrents? Qu'est-ce que vous connaissez de votre produit? Donc, c'est très important. J'ai remarqué que quand j'ai voulu commencer à exporter au Japon, les premières questions que les gens me posaient, c'est ah, vous vous comparez à qui? C'est qui votre compétiteur? Ici, qui vend un produit comme le vôtre? Donc, très rapidement, j'ai vu que je devais faire mon travail pour savoir mon produit. Bon, et aussi, avant d'exporter au Japon, avez-vous déjà exporté aux États-Unis ou dans un autre marché? C'est important. Pourquoi je vous dis ça? J'ai été dans des missions au Japon où des fois, il y avait des entreprises québécoises qui s'étaient jointes à nous et c'était un peu comme, je pense, Raymond l'avait dit tout à l'heure, arriver là-bas et bon, ils sont très, très excités de rencontrer je dirais, des partenaires potentiels japonais, mais ils réalisent très vite qu'ils ne sont pas encore prêts. Il y a encore du travail à faire avant donc, c'est important de faire une étude de marché avant de se lancer. C'est important de savoir qui sont vos compétiteurs sur ce marché. Chacun de vous, vous avez un produit. C'est qui vend un produit comme le vôtre? Un produit fabriqué localement au Japon, parce que ça va être aussi pour vous, je dirais, un gros défi. Et aussi des produits qui viennent d'autres pays. Et c'est important parce que les Japonais vont, en général, commencer par favoriser des fois leurs produits, mais ils sont très intelligents. S'ils trouvent que le produit qui vient d'ailleurs est un produit plus performant, bon, là, ils vont opter pour votre produit. Donc, il faut voir s'il y a une demande pour votre produit aussi à l'international. Est-ce qu'un produit comme le vôtre pourrait bien se vendre au Japon? Bon, aujourd'hui, Raymond a présenté des points très importants parce que c'est exactement nous, on s'est situé. On s'est dit, bon, ICA, il a un produit niche, c'est juste pour, vous savez, essayer de travailler sur les machines-outils, les piloter, c'est pas tout le monde qui fait ça. Il y a des entreprises, bien sûr, mais c'est quand même un produit niche ce qu'on fait. On fait la partie finale de l'étape. D'accord? Et puis, est-ce que c'est un produit très technologique? Les Japonais aiment ça aussi. Et c'est un produit innovateur. Comme je disais, on fait pas seulement du post-processing, on fait la simulation de la machine, on essaie de l'optimiser aussi en même temps. Alors, j'ai commencé par réaliser un plan d'affaires détaillé. Je me suis dit, bon, comment je vais attaquer le marché? J'ai mis mes objectifs, tout ce que je savais à l'avance. D'accord? Et à ce moment, il faut aller essayer de trouver notre partenaire japonais. Alors, comment on trouve un partenaire japonais? Aujourd'hui, c'est un peu plus facile, je dirais, parce que vous pouvez utiliser l'Internet déjà pour repérer des personnes potentielles. Vous avez peut-être des contacts, des gens qui travaillent déjà au Japon qui pourraient vous dire, ah, je peux vous introduire à tel ou tel. Et vous avez les bureaux du Québec à Tokyo. David et Raymond font un travail fantastique. Vous avez aussi des entreprises ici qui travaillent donc avec le ministère, qui vont vous aider aussi. Donc, vous allez identifier des entreprises potentielles pour vous représenter et vous pouvez utiliser comme Zoom ou d'autres systèmes pareils, WebEx, pour commencer à faire des démonstrations. Moi, j'appelle ça des tests. Vous montrez un peu ça à des entreprises japonaises et vous voyez déjà le feedback que vous avez, où ils sont très intéressés, où ils vont vous dire quels sont les changements à faire. Participer à un salon commercial ou aller dans un voyage d'affaires au préalable. Nous, effectivement, on s'est joint à Aeromart. C'est une plateforme très intéressante. Ils invitent beaucoup de monde à venir vous rencontrer. C'est un B2B, mais aussi vous avez un petit kiosque où vous pouvez montrer votre produit. Et aussi, on a été au Japan Aerospace pour cibler les entreprises dans l'aérospatial parce qu'on travaille aussi avec l'aérospatial. Et puis, souvent, avec Raymond, on a organisé des visites d'entreprise. Et bien sûr, quand des personnes du Bureau du Québec ne sont pas disponibles, ils peuvent organiser pour vous un traducteur. Et
honnêtement, moi, j'ai été impressionné avec les traducteurs qu'ils ont mis à notre disposition sur des salons. On a participé à des salons, on avait notre kiosque. Tous les gens qui venaient nous voir, c'était des Japonais qui parlaient très peu anglais. Et le traducteur, donc, bien sûr, est complètement bilingue. On lui a fait un petit script pour présenter notre produit, qu'est-ce que notre produit fait. Et il faisait un travail admirable. Et j'ai remarqué qu'ils ont une association pour ces traducteurs-là, mais ils sont très, très professionnels. Donc, comme on a dit, il faut identifier vos compétiteurs. Vous allez trouver des compétiteurs qui sont japonais, mais des compétiteurs qui viennent des États-Unis, d'Europe et qui vont venir vendre des produits similaires. Il s'agit de voir comment vous pouvez avoir je dirais, un edge innovateur. Qu'est-ce que vous pouvez faire un peu mieux que les autres? Donc, ce qui est important quand on va trouver un bon représentant, ce que j'ai dû faire, c'est trouver quelqu'un, pour être plus facile, j'ai trouvé quelqu'un qui vendait des produits similaires, quelqu'un qui était déjà un peu dans notre industrie. Donc, quelqu'un qui savait quand je lui parlais de notre produit, qu'est-ce qu'il fait, qui me disait, ah oui, oui, je connais exactement ça, je sais ce que c'est le post-processing, oui, j'en ai déjà offert à des clients. Et il faut trouver une compagnie d'être capable d'offrir le support technique local. Cette entreprise que j'avais contactée, ils avaient 9 ingénieurs, c'est pas beaucoup, mais ces 9 ingénieurs faisaient du support technique. À longueur de journée, ils étaient avec des clients et beaucoup de leurs clients étaient dans l'automobile. Donc, Toyota, Mazda, Nissan et tout cela. Et donc, ça m'arrangeait. Aussi très important, quand vous trouvez un distributeur, s'il ne parle que japonais, ça va être très, très dur de communiquer avec lui. Parce que s'il ne parle que japonais, ça ne va pas être facile. J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui parle pas bien l'anglais, je dirais, mais qui parle suffisamment bien pour que je puisse communiquer avec lui et qui écrit quand même pas mal. Donc, il pouvait écrire bien. Il connaît notre industrie et il avait des contacts dans le monde des affaires. Donc, ça, c'est vraiment les atouts. Essayez de mettre ça c'est votre shopping list. Quand vous avez cela, je pense que ça va très bien aller pour vous parce que quand ils sont bien connectés, au Japon, la façon de faire des affaires, c'est sur une base de confiance, trust. Alors, ça va beaucoup vous aider. Et bien sûr, adaptez votre produit en connaissant sa valeur au Japon. Souvent, une des erreurs communes, c'est on s'est dit, bon, voilà le prix qu'on va mettre, c'est ça qu'on va vendre. Bon, je me suis rendu compte qu'au Japon, ça se vend beaucoup plus cher, notre produit se vend beaucoup plus cher, carrément le double, mais la marge que fait le distributeur aussi est très forte et il y a tout un système en place pour la distribution. Donc, bien sûr, j'ai dû m'adapter un peu au niveau du produit, sachant, bon, c'est quoi, à quel prix il faut le vendre, quelles sont les marges qu'il faut offrir aux distributeurs japonais. Aussi très important pour les Japonais, il faut répondre rapidement aux demandes. Quand vous avez des mails qui viennent de votre je dirais, de votre représentant, et lui, il reçoit ces demandes à partir de ses clients, il faut vraiment lui répondre le même jour, le lendemain, sans faute. Et il faut toujours respecter les délais de livraison. Si on dit on a quelque chose qui va livrer à la fin septembre, il faut livrer fin septembre. Il n'aime pas ça quand il y a des délais. Et bien sûr, quand on développe les relations avec les Japonais, c'est des relations à long terme. Il faut toujours parler comment on regarde avec le long terme, comment on est des partenaires. Il ne faut pas trop que ça se sente que non, moi je suis le fournisseur, toi tu es mon client, même si tu es mon distributeur. C'est plus, on va travailler ensemble le marché. Il faut gagner la confiance. En anglais, on dit build the trust. Et puis, il y a beaucoup de loyauté. Il y a une différence notable avec la commercialisation en Amérique du Nord. Je vous donne un exemple. Vous trouvez un distributeur au Japon, tout à coup, vous trouvez quelqu'un d'autre qui pourrait être un bon distributeur. Vous vous dites, bon, je vais lui parler aussi, peut-être que je le signe en même temps. Non, ça, au Japon, vous ne pouvez pas faire ça. C'est très mal vu parce qu'il y a une certaine loyauté. Si vous avez décidé de travailler avec quelqu'un, établissez les règles et travaillez avec cette personne. Et si vous avez quelqu'un d'autre qui vous intéresse, vous devez en parler à votre distributeur en lui disant peut-être que tu peux faire une association, excusez-moi, avec cette autre entreprise qui pourrait vous ramener des affaires, de bonnes affaires. Donc, formez votre représentant. De formation, il y a la formation commerciale, comment vendre le produit, les points forts du produit, les points faibles.
et la représentation et la formation technique. Techniquement, comment faire tout le support technique, l'installation et tout ça. Demandez à vos représentants des prévisions de vente. Donc, c'est important, vous l'aidez, lui, à avoir un focus et vous savez un peu qu'est-ce qui arrive. Et bon, j'ai mis ici, ajuster le tir et réviser votre plan d'affaires. On a commencé en disant qu'on a fait un plan d'affaires, mais ce plan d'affaires risque de changer à fur et à mesure que vous travaillez. Donc, de temps en temps, il faut réviser et voir où il faut faire les ajustements. Quand on fait affaire à l'étranger et même au Japon et je dirais en Chine, je ne suis pas allé dans tous les pays, mais il faut se protéger aussi. Alors, les Japonais aiment ça. Ils aiment que vous ayez un contrat. On peut travailler sur la base d'une offre d'affaires et puis ils achètent, puis vous faites une autre offre d'affaires. Je ne vous conseille pas beaucoup ça. C'est bien de faire un contrat, rédiger un contrat où c'est très clair vos produits, les prix, tout ça. Et les contrats au Japon sont beaucoup plus simples qu'en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, vous pouvez, si vous voulez signer quelque chose avec n'importe quelle entreprise, vous allez avoir un contrat de plus de 50 pages. Au Japon, je vous dirais, c'est 5 pages, 10 pages au maximum. Mais c'est très clair, c'est-à-dire, il faut définir des méthodes de livraison claires. Nous, par exemple, comme on est du logiciel, on peut livrer électroniquement ou sinon on va livrer par courrier et ils vont recevoir une clé USB ou une disquette ou un CD ou dépendamment de ce qu'ils veulent. Donc, on peut livrer de différentes manières. Mais peut-être quelques-uns d'entre vous, vous faites du e-commerce, tout ça. Donc, il faut vraiment que ce soit très clair comment vous allez livrer. Et prévoyez un prix de transfert précis. Par exemple, mon distributeur, moi, je lui dis, voilà ce que tu me payes pour chaque logiciel et voilà si tu fais du service avec mon logiciel, voilà ce que tu payes. J'indique cela et je lui suggère, il y a une colonne à côté dans mon contrat qui dit prix suggéré de vente. Je suggère un prix et bien sûr, j'ai fait mes recherches pour avoir une idée quel est le prix auquel le produit pourrait se vendre. Je lui ai dit, essaye de respecter le prix suggéré de vente, mais c'est un prix suggéré, à toi de fixer le prix. Alors, j'ai remarqué que des fois, ils le vendent plus cher parce que à cause du service aussi qu'ils offrent et aussi, des fois, ils vont faire ça donc un peu moins cher. Un point qui est très important. Quand j'ai commencé à vendre au Japon, j'ai remarqué qu'il fallait faire la localisation du produit. Qu'est-ce que ça veut dire localisation du produit? C'est-à-dire qu'il faut que le produit soit traduit en japonais. Alors, bien sûr, on n'a pas fait ça dès qu'on a commencé à vendre, ça aurait été très cher. Mais après qu'on a fait quelques ventes et qu'on a vu que c'était très bien reçu, alors j'ai parlé avec le distributeur, je lui ai dit, écoute, ça marche bien. Et il a suggéré donc précisément qu'on connaît à traduire. Donc, on a traduit le logiciel, on a traduit toute la documentation. Et puis, et bien sûr, ça coûtait dans une vingtaine de milliers de dollars de faire ça. C'était pas. Mais l'affaire qu'on avait faite avec le distributeur, je m'étais mis d'accord avec lui que bon, tu vas essayer de vendre maintenant les versions en japonais. Et sur chaque version que tu vas en japonais, tu vas recevoir un 20% de plus sur ta commission. Et comme ça, c'est de cette façon que je vais te payer tout l'effort initial. Et effectivement, il en a vendu beaucoup de copies et c'est comme ça qu'il est rentré dans ses prix. Donc aujourd'hui, le logiciel est totalement en japonais. Chaque fois qu'on a une nouvelle version, on la lui envoie. Pour quelques milliers de dollars, il fait une mise à jour, il la revend. C'est important aussi d'établir des systèmes de promotion suivant le volume d'affaires. Vous savez, à l'étranger, souvent, on va vous dire « Ah, on va acheter tel nombre de copies, donnez-nous ce prix. » Non, ne faites pas ça. Donnez quel est le prix aujourd'hui que vous pensez raisonnable après avoir fait votre recherche, mais aussi vous pouvez établir, bon, si vous vendez je dirais, plus de 20 copies, voilà, plus de 50 copies, voilà, plus de 60 copies, voilà. Alors, vous faites une économie d'échelle et là, effectivement, s'ils vendent comme ils vous disent plus, vous pourrez à ce moment leur donner plus de marge. Protéger votre marque de commerce. Ce n'est pas très cher, hein? Mais c'est quand même assez facile. Par exemple, ICAM, la marque de commerce, est protégée au Japon. Notre produit, le nom de nos produits, on les a enregistrés. Donc, la marque de commerce
est protégé. Ça nous a coûté pas beaucoup, je dirais, quelques milliers de dollars, mais c'est bon, 10 ans ou 20 ans des fois. Bien sûr, quand vous trouvez aussi un représentant qui veut vendre produit, assurez-vous qu'il ait un nombre suffisant d'employés. Si c'est un one-man show, je ne vous recommande pas beaucoup d'y aller. Il faut trouver quelqu'un qui a quand même pas mal d'employés. Vous devez exiger, comme nous on a fait, excusez-moi, que le représentant qu'il fasse un minimum de publicité, qu'il s'engage à participer à des salons ou des activités commerciales. Nous, notre distributeur, par exemple, chaque fois qu'on va à Aeromart ou Japan Aerospace, il est présent avec nous. Alors, c'est lui qui, bon, maintenant, qui fait la traduction, c'est lui qui accueille les gens. Bon, donc ça, c'est dans le contrat. Et puis, indiquer la performance que vous attendez. La première année, on peut être un peu souple, mais il faut aussi savoir les années subséquentes. Éviter les pièges. Il y a des fois des gens qui vont dire « Ah oui, on veut vous représenter », mais en fait, ils ont peur de votre produit parce qu'ils vendent un produit similaire. Ils vont signer avec vous le contrat et ils ne vont jamais vendre votre produit. Donc, leur but, c'est juste de vous isoler du marché. Nous, on a eu ce piège à un certain moment. On a eu une entreprise qui est quand même pas négligeable, qui voulait à tout prix signer. Ils ont payé pour se faire former. Tout ça, on s'est dit, wow. Et on les a introduits à notre distributeur sur place pour que lui, il les forme. Donc, on a tout fait ça avec beaucoup de transparence. Mais très rapidement, on a remarqué qu'ils ne voulaient rien vendre, mais qu'ils avaient peur qu'on aille signer d'autres entreprises. Alors, leur but, c'était de nous isoler. Donc, bien sûr, on a pu s'en sortir de cette relation, mais c'est quelque chose à faire. Et aussi, les gens, il y a beaucoup qui vont vous demander de l'exclusivité. Mais l'exclusivité est égale à engagement. Donc, quand quelqu'un dit exclusivité, il doit déjà d'avance vous dire « Je vais acheter pour tant de milliers de dollars de produits en la première année et je vais vous faire des paiements à tous les mois ou par trimestre. » Mais si c'est « Je vais être exclusif, mais et je vous assure que je vais beaucoup vendre », donc, il ne faut pas prendre, je dirais, cette promesse parce que des fois, ils n'arrivent pas à la tenir. Alors, c'est un peu ça. Sachez de faire je dirais, de faire toute votre préparation à l'avance parce que le contexte culturel au Japon est un peu différent qu'en Amérique du Nord. Quand vous allez, vous devez aller avec vos cartes de visite, bien sûr, en japonais. Vos dépliants doivent être déjà traduits en japonais. La façon de parler avec les gens, de les saluer, tout ça, est un peu différent. Lisez un peu dessus avant d'y aller. Ça va être beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile pour vous. Alors, je vous remercie beaucoup pour cela. Et bien sûr, si vous avez des réponses, n'hésitez pas. Je vais moi aussi répondre à vos questions. Merci encore. Merci, Sam. Alors, je vais reprendre le partage. Hop. Donc, merci à nos 3 conférenciers, c'était vraiment très intéressant. Donc, comme vous l'avez précisé, Sam, il est important de faire des recherches sur le marché cible, études de marché, recherche de fournisseurs, de partenaires. Donc, sachez que Export Montréal-Ouest, qui organise ce webinaire, nous sommes un organisme à but non lucratif et nous sommes là pour aider les entreprises dans cette démarche, dans leur développement international. Nous vous aidons aussi pour les demandes de subventions qu'il existe au niveau fédéral et provincial. Donc, c'est vraiment un accompagnement personnalisé pour assurer le succès de vos projets d'exportation. Merci aussi à nos partenaires, donc Desjardins, EDC, le gouvernement du Québec et Développement économique Canada. Et nous allons passer à la période de questions-réponses. Donc, comme nous l'avons précisé, les questions, vous allez les poser sur le chat et moi, je vais être en charge de les lire. Alors, il y avait déjà des questions écrites pendant le webinaire. Donc, il y avait Michio Hirai. C'était plus pour Raymond, je pense, qui demandait quelle est la meilleure façon de faire la promotion des produits québécois au Japon. Donc, Raymond et aussi Sam. Ouais, Michio, je le connais bien. Là. Salut Michio, qui travaille chez FMIC Technologies. Michio, le meilleur conseil que je te donne, c'est prends la présentation de Sam et lis-la et relis-la une dizaine de fois. Et fais exactement ce qu'il a dit. Je pense que c'est la meilleure façon de promouvoir tes produits au Japon. Donc, tout ce qu'il a dit, là, ça vaut de l'or. Vous avez un homme d'expérience ici qui a réussi et qui fait des affaires depuis longtemps.
Et c'est exactement ça que je dis aux compagnies. Donc, préparez-vous, traduisez en japonais, trouvez un partenaire. Un partenaire, c'est super important. Je connais, je pense, aucune compagnie qui vend directement au Japon. C'est juste impossible. Regardez, là, on est 8 heures du soir, vous êtes le matin. Imaginez, là, si un client vous appelle dans l'après-midi, vous, il est 2 heures du matin chez vous. C'est juste impossible. Alors, trouvez un partenaire et puis, bon, suivez les conseils de Sam. OK, moi, j'ajouterais un petit point au point de Raymond. Bon, moi, je suis là, mais Raymond est au Japon. Alors, nous, avant de trouver un partenaire, ce qu'on a fait, effectivement, c'est qu'on avait écrit dans le temps une petite lettre en disant, nous, nos clients sont des gens qui ont des machines-outils. Les gens qui pourraient nous aider, le genre de distributeur qu'on aimerait, c'est quelqu'un qui vend aussi des produits et du service aux gens qui vendent des machines-outils. Et on a fait donc un profil de qui pourrait être on a envoyé ça au bureau du Québec et aussi, je dirais, à la délégation fédérale du Canada, donc à Tokyo. Et on a reçu des deux des listes de noms potentiels en disant, si vous voulez, voilà les compagnies, dites-nous lesquelles vous intéressent. On peut déjà commencer un petit dialogue avec eux et puis on va essayer de les mettre en contact avec vous. Alors ça peut beaucoup vous aider aussi. Merci, messieurs. J'ai une question posée par deux participants, donc Marc Bonassoro et Bertrand Rivière. Est-ce qu'il y a une possibilité de rouverture des frontières entre le Japon et le Québec? Est-ce que ça a été... Je peux peut-être prendre les trois, en fait, là, de Marc, Bertrand et Benoît là, qui complètent là, notamment sur le recrutement, donc qui touche aussi la mobilité. Là, donc, pour répondre peut-être plus directement, puis je m'excuse, je vous prénomme, mais on ne se connaît pas, là, mais voilà, on est en famille. Pour ce qui est de la réouverture des frontières, là, la réponse est non. Pour l'instant, il n'y a aucune possibilité là, de rentrer au Japon pour quelqu'un qui n'est pas japonais. La seule exception, les deux seules exceptions, là, c'est pour des étrangers qui auraient un permis de résidence ou un permis de travail ou un permis qui leur permet d'être au Japon en situation régulière, donc pas une situation temporaire. Et pour ça, il faut appliquer là, essentiellement via le consulat, dans notre cas, qui serait le consulat général du Japon à Montréal. Et il y a une exemption qui est produite pour vous permettre de rentrer. Mais donc, ce sont vraiment des gens qui reviennent au Japon, qui ont le droit de résider ici. L'autre particularité, c'est que le Japon exige un test PCR, donc un test de dépistage du coronavirus, avec des résultats qui ne datent pas de plus de 72 heures avant de prendre l'avion pour rentrer au Japon. Ce qui fait que partout au Canada, là, c'est problématique parce que plusieurs provinces n'offrent pas de faire de tests. Et vous avez entendu le premier ministre encore hier qui disait si vous n'avez pas été en contact avec quelqu'un qui est porteur ou pense être porteur ou dans un environnement où si vous n'avez pas de symptômes, n'allez pas vous faire tester là, de façon aléatoire, là, si on veut. Et c'est très clairement indiqué, là, si vous allez sur le site du gouvernement du Québec, sur la section qui porte sur le coronavirus, là, que il n'y a pas de tests qui sont faits pour des gens qui voyagent. Il y a des cliniques privées et tout ça, mais bon, c'est sûr, là, pour que le 72 heures, c'est quand même un enjeu. Et donc, je reviens là, au cas, disons, au premier cas de figure, qu'il faut un permis de résidence. Donc, quelqu'un qui est comme nous là, ou comme vous, entreprise, qui voudrait faire affaire ici, temporairement, ce n'est pas possible pour l'instant. On travaille très, très étroitement avec l'ambassade. On a eu plusieurs cas là, dans des deux côtés là, de gens qui devaient voyager pour des questions familiales notamment. Et on a vraiment une relation exceptionnelle avec eux. Il y a beaucoup de Québécois qui travaillent à l'ambassade aussi, là, donc on a ce lien de proximité-là avec eux aussi. Je ne sais pas si le Canada a des discussions actives. C'était une partie de la question qui était posée pour la réouverture. Ce que je peux vous dire cependant, c'est que moi, je siège sur le conseil d'administration de la Chambre de commerce Canada-Japon et avec les autres chambres de commerce occidentales, si on veut, donc Nouvelle-Zélande, Australie, les Américains, Britanniques, le Business Council européen qui a représentation ici aussi. Nous avons émis en fait, la Chambre de commerce là, ici a émis une lettre demandant en fait au Japon là, de réouvrir graduellement ses frontières et surtout de traiter les étrangers
sur le même pied d'égalité que les résidents japonais. Donc, il y a des règles différentes là, à ce niveau-là, puis c'est ce qui cause un peu de friction là, ou d'inquiétude dans la communauté internationale. Donc, longue réponse, là, mais pour vous dire que c'est encore, pour l'instant, impossible de rentrer au Japon si vous n'avez pas de permis de résidence ici. Ah, pardon, sur le recrutement, on peut aider pour M. Champagne. On peut aider au niveau du recrutement de façon limitée. Là, pour être très franc, on n'a personne qui est dédié à l'immigration ici, au recrutement. On travaille avec des firmes qui font ça. On a d'ailleurs des Québécois qui travaillent pour des firmes japonaises là, qui sont en recrutement. Donc, ça, on peut vous aiguiller. On peut vous pister définitivement là, pour, je dirais, un premier tour d'horizon. Le bureau d'immigration qui gère ou qui traite toutes les questions qui touchent à l'Asie est situé à Hong Kong. C'est notre collègue Gabriel qui est le directeur du bureau de Hong Kong. Et je peux vous faire une mise en relation là, avec plaisir si c'est ce que vous cherchez. Ce que je vous suggère cependant, là, c'est de travailler justement avec des organisations locales. Donc, je ne sais pas si à Saint-Laurent, vous avez ce service là, d'accompagnement, mais Montréal International là, qui couvre aussi votre région ou en fait le très grand Montréal, disons, offre là un service de recrutement à l'international de travailleurs qualifiés. Ils font des missions virtuelles présentement, donc je pense que ce serait possible de le faire avec ça. Donc, on peut vous aider, mais ce sera plus des introductions, là, disons, là, initiales. Merci beaucoup. On a une dernière question donc, de Carmen. Comment protéger donc, la propriété intellectuelle avec OPIC et ou au Japon? Bon, ouais, je vais commencer, là, mais je pense que Sam, il connaît bien ça. Là. Il y a un produit assez technologique. Je pense qu'ils ont fait les applications pour ça. Là. Mais en général, bon, le Japon, je veux dire, c'est un pays où l'état de droit est bien protégé. Puis c'est comme au Canada, aux États-Unis, en France, tout pays développé, bon, vous avez des firmes d'avocats, des firmes spécialisées dans la protection de brevets. Et puis, bon, vous appliquez. Là, ils ont le bureau de brevets ici aussi. Et puis, bon, les règles sont un peu différentes, là, combien d'années ça couvre, etc., dépendant du secteur, mais c'est la procédure normale comme dans tous les autres pays. Peut-être, Sam, as-tu quelque chose à ajouter en tant que... Oui, mais moi je dirais qu'on travaille, bon, c'est pas moi qui m'occupe de ça, mais effectivement, je pense qu'il y a des firmes ici au Québec, des firmes d'avocats qui s'occupent de ça. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont leur contrepartie au Japon. Et donc, en général, quand on fait souvent ce genre de protection de brevets, c'est pas juste uniquement pour le Japon. Ils vont venir vous dire, bon, on peut vous offrir ça Japon, Chine. Bon, la Chine, c'est un peu difficile, je peux vous dire ça. Mais ils vont vous dire Japon, Chine, Singapour, Malaisie, et ainsi de suite. Donc oui, la firme d'avocats ici va préparer sa demande. Ils vont travailler avec un bureau d'avocats au Japon. Ils vont faire les formulaires et puis vous serez protégé. Donc, vous n'avez pas vraiment à essayer de contacter quelqu'un là-bas. Vous pouvez déjà parler avec les bureaux d'avocats qui s'occupent de services pareils ici à Montréal. Peut-être un point là-dessus là, qui est spécifique au Japon, mais on a tendance à confondre Chine-Japon sur certains aspects, Chine, Corée, Japon, même Singapour. Au Japon, c'est un état de droit, donc c'est vraiment, comme au Canada, c'est une des raisons pour lesquelles on a des très, très bonnes relations avec le Japon. C'est un pays où les entreprises et la propriété intellectuelle là, sont respectées. Tout ça est régi par un cadre de loi là, qui est très strict, qui est appliqué à la lettre. Donc, on n'est pas dans un contexte là, pour avoir travaillé en Chine là, alors que j'étais chez Investissement Québec où cette question-là revenait là, très, très régulièrement. Il y avait des exemples bon, de réussite, d'autres, disons, un petit peu plus pénibles. On n'a pas ce cas-là au Japon du tout, là, de gens qui se feraient voler, copier là, la technologie ou des services. Là. À ma connaissance, ce n'est pas arrivé en tout cas, récemment, disons. Je peux confirmer ça aussi. Parfait. Donc je pense qu'on n'a plus de questions. Merci beaucoup David, Raymond et Sam pour votre participation à ce deuxième volet des Midi Explore. Donc David a mis les coordonnées, donc si vous voulez contacter David et Raymond, n'hésitez pas.
N'hésitez pas à nous contacter, nous aussi, Export Montréal-Ouest, pour vous aider dans vos projets. Le prochain webinaire Midi Export, c'est dans un mois, mardi 20 octobre, et c'est Atlanta, exporté du Québec en Géorgie. Et nous aurons l'honneur d'accueillir Donald Leblanc, délégué du Québec à Atlanta.